Je me suis fait une bande de copines, la première du coup de mon existence. Et c'était très drôle parce que c'était une bande de copines dont, pareil que moi, aucune n'avait eu une bande de copines avant. Parce que justement, elles avaient toutes plus ou moins échoué au genre féminin. Donc c'était toutes des nanas, toutes un peu des meufs, comme ça. On allait en soirée ensemble, on papotait, on faisait rien de particulièrement extraordinaire. Mais on avait une espèce de puissance en groupe. Tu vois ce film de Tarantino où elles sont dans des voitures, elles sont un peu pin-up et en fait elles s'énervent et elles défoncent tout à plusieurs. C'est un peu ça en fait. La bande permet la puissance individuelle et collective. On s'en est rendu compte entre autres parce que brusquement ça s'est mis à faire ça s'est mis à déranger plein de gens. Et les mecs autour de nous ont un peu pété les plombs. C'est des manières d'être qui se faisaient un peu fi des attentes sociales. Enfin, moi, j'avais vraiment quelque chose avec le lien fort au sens du soutien, du pilier. Enfin, c'est les gens comme ça qui composent ta vie. Des sœurs. Des sœurs. Le plus souvent dans l'histoire, Anonyme était une femme. Les bras se sont levés, les bouches sont exclamées. Maintenant, il faut des mots. Ça dure toute la vie, une évasion. C'est tout le temps à refaire. Le féminisme est une révolution, pas un réaménagement des consignes marketing. Toutes ces vies, infiniment obscures, il reste à les enregistrer. Un podcast à soi, par Charlotte Bien-Aimée. Épisode 39, les copines d'abord. Il y a peu de temps, j'ai perdu une grande amie. Nous avons rompu, comme pourrait le faire un couple. C'était brutal et terriblement douloureux. Je ne me suis pas sentie pleinement soutenue, entendue, crue, lorsque je lui ai confié les difficultés que je traversais avec le père de mes enfants, qui est aussi son ami. Les histoires se vivent à deux. Peut-être ai-je commis quelques impairs, moi aussi, dans une période où la vie chavirait. Mais je reste sidérée par ce qui s'est passé. Comment est-ce possible après 20 ans d'amitié ? Je cherche encore des réponses. Mais je pense que cette histoire est une fois de plus celle du patriarcat qui divise. Parce que nous sommes prises dans des conflits d'intérêts vis-à-vis des hommes, de nos compagnons, de nos pères, de nos frères, de nos amis. Peut-être m'écoutes-tu aujourd'hui, peut-être comprendras-tu un jour. Et alors, nous pourrons nous retrouver. Mais aujourd'hui, je me suis sentie abandonnée. D'autant plus que tu n'es pas la seule à avoir déserté. Je sais pourtant que cette expérience n'est pas une fatalité. Au fil des années, grâce au féminisme, aux rencontres liées à ce podcast et à la participation à des groupes de parole entre femmes, j'ai forgé des amitiés très fortes. Nous parlons à n'en plus finir des choses importantes dans nos vies, les violences vécues et les luttes émancipatrices, les histoires d'amour et d'amitié, le rapport à nos pères, nos mères, les décisions importantes pour la vie de nos enfants, le travail. Et puis des envies de fête, de voyages intérieurs et sur les routes, des partages de poésie aussi. Nous tentons de vivre nos vies intensément, toutes ensemble. Je connais ces femmes depuis peu, mais je me sens étroitement liée à elles. Il m'a fallu du temps pour goûter à ces amitiés teintées de sororité. Je me suis demandé pourquoi. Qu'est-ce qui empêche ces liens si forts ? C'est tout l'objet de cet épisode. Dans l'article « Les relations d'amitié » paru en 2011 dans la revue Nouvelles questions féministes, les autrices expliquent que les relations d'amitié entre femmes sont souvent invisibilisées ou dépréciées. Elles citent un passage d'une chambre à soi, au sein duquel Virginia Woolf se donne à voir, lisant une fiction de Mary Carmichael. Virginia Woolf écrit « Chloé aimait Olivia », ai-je lu, et je fus alors frappée de l'immense changement que ce fait représente. Virginia Woolf nous fait prendre conscience de l'absence en littérature de femmes cultivant des relations d'amitié et à quel point la non-concurrence entre elles aurait pu modifier le cours de l'histoire. Aujourd'hui, les amitiés féminines sont un peu plus présentes, notamment dans les films et les séries, mais les représentations sont encore marquées par les stéréotypes de genre, de race et de classe, comme l'explique Pauline Le Gall dans son livre « Utopie féministe sur nos écrans ». De Thelma et Louise à Girls, elle constate que les histoires d'amitié entre femmes sont présentées comme dangereuses et violentes, pleines de rivalité et de trahison, futiles ou encore suspectées de lesbianisme.
Mais quelques nouveaux récits émergent aussi. Ils racontent l'importance politique de l'amitié entre femmes, la puissance qu'elle permet et les possibilités d'émancipation qu'elle soulève, comme ce fut le cas pour Avril et Alenka, qui vivent une grande histoire d'amitié. J'ai rencontré Avril au bord de la mer, sur les plages du Cotentin. Elle vit là-bas quelque temps pour travailler sur les planches de ses bandes dessinées aux univers fantastiques qui représentent des émotions multiples au cœur d'une nature luxuriante. Alenka habite aux États-Unis. J'ai enregistré sa voix sous les grésillements de la distance. Elle est autrice de films d'animation. Avril et Alenka ont toutes les deux la trentaine. Avant de se rencontrer, elles ont vécu des adolescences solitaires. Déjà au primaire, j'étais seule et mise à l'écart. J'exprimais pas ma féminité de la même manière que les autres le faisaient ou que c'était attendu. En fait, je voulais être super gothique Lolita. C'est un style qui vient du Japon, parce que moi je lisais plein de mangas et je regardais plein d'animés. Donc c'est un style gothique mais très féminin, très de la dentelle, les grandes robes mais très évasées un peu, avec des petits chapeaux, des mini hautes formes que tu mets en forme de serre-tête sur le côté, des trucs un peu ridiculos comme ça, mais mais comme j'habitais en banlieue et que j'avais pas les sous et qu'on n'avait pas forcément accès au genre de boutique pour acheter les super robes, les corsets, les nananas, j'étais juste punk, un peu une sorte de style punk quoi. J'étais déjà pas dans les clous. Puis il y a pas que ça, tu vois. Je pense que le fait d'être hyperactive, ça aide pas forcément à se faire des amis, d'être tout le temps trop, too much, à aussi pas connaître les limites corporelles, tu sais, genre quand tu joues et que ça devient intense, bah tu peux faire mal ou genre de trucs. Donc je pense que j'étais vue comme quelqu'un qui était différent. Dès que j'ai pu quitter la région parisienne, je me suis tirée et je suis allée faire les Beaux-Arts d'Angoulême. Et moi, j'avais très envie de faire du roller derby. En fait, c'est un sport super féministe, ça vient des Riot Girls, tout ça, donc c'était un peu une esthétique rock'n'roll, un petit peu pin-up, et du coup, ça me parlait bien. Le roller derby, c'est un sport de contact sur des patins à roulettes. Il n'y a pas de balles, c'est que des corps. J'étais assez forte, genre une des plus fortes dès le début. Et puis, un mois plus tard, il y a Alenka, une nouvelle, qui vient et tout. Et elle vient tester, et elle est à l'aise sur les patins, et puis après, elle revient, et puis elle fait les entraînements, et elle est forte, en fait, elle me saoule, et je pense que j'étais agacée. Enfin, moi, j'aime bien quand même, je shine dans un endroit, je m'éclate, et je sais que je suis bonne à un endroit, c'est cool, quoi. Mais en fait, tu te rends très vite compte que c'est un peu débile d'être la reine de ton petit château et que ça sert à rien. En fait, c'est mieux de partager le trône, quoi. C'est très vite passé ce moment-là où on est genre « Mais c'est génial, elle est forte et je suis forte » et on se pousse, tu vois, et c'est ça qu'on n'arrête pas de faire, c'est de se pousser à être meilleur. Donc au début c'était dans le roller derby, mais après c'est dans la vie, c'est une sorte d'exigence l'une envers l'autre. On s'entraide pour être des bonnes personnes, quoi. Vous allez créer 4 binômes en mélangeant les niveaux. Le sentiment prédominant au collège, c'était juste un gros malaise. Faites en sorte que du coup, chaque binôme ait un petit peu un niveau similaire. Donc, Coco. Du coup, j'étais très réservée et renfermée sur moi-même. Enfin, je m'entendais bien avec les gens, mais je peux pas vraiment dire que j'avais des amis en dehors de ça. En gros, j'avais une très très bonne amie. Elle arrêtait pas de parler de mecs, de faire des blagues d'ado sur faut qu'on aille mater les mecs, enfin machin. Ça me passait complètement au-dessus de la tête. Mais en tant qu'ado, en tout cas, je me suis sentie très... J'étais vraiment malheureuse, quoi. Mon frère et ma sœur sont beaucoup plus âgés que moi. Ils sont partis de la maison à peu près au moment où je suis entrée en collège. Et ça, déjà, ça a été une énorme déchirure pour moi. Il y avait une ambiance très lourde et oppressante à la maison. C'était mon père qui était violent physiquement, émotionnellement. Et en gros, je me suis retrouvée toute seule à faire face à ça. Il était très rigide sur comment les choses devaient être. Tout ce qui ne s'alignait pas avec sa vision,
c'était mal, c'était con. Et il nous le faisait bien comprendre, quoi, que même quand il n'était pas là, c'est un peu comme s'il y avait tout le temps son regard sur moi et son poids sur moi. En fait, j'étais persuadée que je méritais que ça se passe comme ça et que, en fait, quand je voyais les familles autour de moi où très clairement les dynamiques étaient différentes, où il y avait pas cette espèce de malaise, je me disais c'est que ce genre de légèreté, c'est pas fait pour moi, quoi. Du coup, mon ami au collège, c'était un peu ça me faisait du bien, quoi, parce qu'on s'amusait, on avait nos délires. C'était très très chouette. Mais en fait, je me rends compte que je parlais jamais de ce qui se passait à la maison. Et en fait, avec Avril, on s'est rencontrés aux entraînements de roller derby d'Angoulême. Et au début, le courant passait pas très bien. Enfin, elle était vraiment très compétitive, très intense et très claire dans ce qu'elle voulait et comment elle voulait que les choses se passent. Et je m'étais déjà fait la réflexion que je l'avais trouvé, enfin pas insupportable, mais c'était quelqu'un qui prenait trop de place, quoi. Et moi j'étais là, il va falloir qu'elle se calme parce que sinon ça va pas bien se passer. Et je sais pas, c'est au fil des entraînements, à force il y a vraiment une espèce de camaraderie qui s'est installée dans toute l'équipe. Et en fait, on a fait une séance photo juste pour présenter les membres de l'équipe. Et c'est ce jour-là, je sais pas, il y a eu un déclic. On était détendus, on n'était pas dans un contexte d'entraînement où elle nous gueulait dessus pour que les choses bougent un peu. Et je sais pas, du coup, j'ai vu tout son côté hyper rigolo et un peu, je sais pas, elle a un côté complètement barré. C'est un peu comme quand on commence à tomber amoureux de quelqu'un, mais c'était un peu comme ça, mais où je sentais c'était le début d'une très chouette amitié, quoi. On s'est beaucoup rapprochés et on était tout le temps ensemble, quoi. Ce fut à l'école déjà qu'on fit de nous des concurrentes. On se regardait chiens et chats, on détestait les redoublantes. Souffre-douleur ou bien faillotte, on se poussait toujours plus haut. On s'arrachait les bonnes notes, on pleurait devant le tableau. On aurait pu rester frangine, ça nous aurait gagné du temps. Au coude à coude, j'imagine qu'il n'aurait pas fallu longtemps pour qu'on soit toutes aussi bonnes, malgré les pionnes et les parents. Un peu plus tard, c'est la beauté qu'on nous érigea en barrière. On se retrouvait insultés si on n'était pas la première. Nos amitiés faisaient sourire, fallait nous crêper le chignon. Et tout ce qu'on pouvait se dire n'était que fadaise ou chiffon. Si on se retrouvait frangine, on n'aurait pas perdu son temps, unissant nos voix, j'imagine qu'on en dirait 20 fois autant et qu'on ferait changer les choses. Et je suppose aussi les gens, et qu'on ferait changer les choses. Allez, on ose, il est grand temps. Anne Sylvestre, Frangine. Je me souviens de 2 histoires fortes d'amitié au collège. Avec 4 copines, nous partagions des carnets intimes qui circulaient entre nous. Nous remplissions des pages et des pages de pensées autour de la vie du collège, de nos envies, de nos découvertes. Je me souviens de beaucoup de rires dans ces échanges. L'impression qu'ensemble, nous étions fortes et joyeuses, un peu seules au monde. L'autre histoire se déroule un peu plus tard, je crois. J'aimais beaucoup ma meilleure amie. Nous passions des heures au téléphone, dans nos chambres, à écouter de la musique, à partager tous nos secrets. Mais dans la cour de récréation, notre relation était plus difficile. Ma meilleure amie était considérée comme la plus belle fille du collège, avec ses grands yeux bleus et ses cheveux lisses et blonds.
J'étais derrière, à récolter les invitations des garçons pour elle, à entendre les compliments, à constater les regards. Je courais toujours derrière sa beauté. Nous nous sommes perdus de vue ensuite, et je pense que la concurrence mise en place au collège n'y est pas étrangère. Ces deux histoires font écho aux travaux de sociologie de Flore Labrande. J'ai mis du temps à arriver jusqu'à elle. Dans le monde francophone, les recherches autour de l'amitié sont rares, voire quasi absentes. Flore Labrande a donc décidé de réaliser un mémoire autour de cette thématique. Elle s'est tout d'abord intéressée aux amitiés adolescentes et m'a parlé du travail de Caroline Moulin, autrice du livre « Féminité adolescente ». Caroline Moulin explique qu'à cet âge, il existe un repli homolatique, à savoir un repli des jeunes filles dans leur groupe d'âge et de genre. La bande de filles vient remplacer la famille. Elle est un lieu important de construction de l'identité, de partage des émotions et de l'intimité. Malgré cela, Flore Labrande a pu constater que dans un même temps, les amitiés entre filles étaient marquées par la mise en concurrence, obstacle majeur à la construction d'amitiés solides. Je me suis intéressée à un concept d'une sociologue qui s'appelle Isabelle Claire, qui parle du stigmate de la putain. L'idée qu'elle développe, c'est de dire que, en fait, le fait même d'être femme veut dire être suspectée en permanence, d'avoir un manque de moralité, on va dire. Particulièrement à l'adolescence, parce que c'est un moment particulier de l'intériorisation des normes du genre, un moment très marqué aussi dans la vie par la pression à la conformité, qu'il y a tout le rapport au corps qui change, etc., la sexualité, la question de la sexualité qui arrive, qui est encore tabou. Du coup, c'est un moment où c'est très important pour les jeunes filles d'essayer de se défaire de ce stigmate-là. Et qu'en fait, il y a plein de stratégies qui peuvent être mises en place par les adolescentes pour tenter à tout prix de montrer patte blanche, en fait, un petit peu. Mais voilà, donc des stratégies. Et donc, l'une d'entre elles, c'est de se distancier du groupe femme. Puisque être femme, c'est avoir ce stigmate-là de la putain, c'est être suspecté de son immoralité en permanence. Une des stratégies, c'est le fameux, qu'on voit dans plein de séries, un peu l'idée de « I'm not like other girls ». Moi, je suis pas les autres filles. C'est pour ça qu'on voit beaucoup à l'adolescence aussi l'idée que c'est hyper reconnu socialement pour une fille d'avoir plein d'amis garçons, d'être un peu la fille qui n'est pas comme les autres. Donc il y a tout un travail sur qu'est-ce qu'on montre de nos goûts, après il y a toute une question avec les habits, etc. aussi, mais un jeu hyper subtil de à la fois construire sa féminité de manière qui soit acceptable socialement, tout en se distanciant du groupe de filles. Et donc aussi, ça passe par pointer du doigt d'autres filles, faire du slut-shaming un petit peu, voilà. C'est une manière de dire, si moi je dénonce ça, ça veut dire que je ne suis pas concernée par ça. Donc ça, c'est un gros obstacle, on peut dire, à des relations de sororité entre filles, avec dans cette idée d'auto-surveillance et d'intersurveillance de l'ordre du genre, de surveiller qui en est où un petit peu dans sa construction de la féminité, qui justement ne se change pas dans le vestiaire parce que, qui a déjà un soutien-gorge, plein de questions comme ça. Les adolescents et adolescentes se font police de l'ordre du genre. Poursuivant ses recherches, Flore Labrande s'est ensuite intéressée à l'amitié entre femmes. Elle explique que cette concurrence liée aux normes de genre se poursuit à l'âge adulte, au travers des injonctions contradictoires imposées aux femmes. Donc il y a vraiment une rivalité qui peut exister entre femmes et qui, moi, m'a semblé venir du coup, un peu une triade d'injonctions entre le travail, la féminité, le rapport aux hommes et la séduction un petit peu, et la maternité, qui sont comme 3 pôles qu'il faudrait accomplir pour être une femme accomplie. Comme si toutes les femmes étaient confrontées à cette triade-là, et que du coup, les autres femmes, par le fait même d'exister, ça crée comme un miroir un peu culpabilisant. J'ai une enquêtée qui me disait, moi, je récupère mes enfants direct après les cours et je leur fais faire des activités. Cette femme, elle avait arrêté de travailler pour élever ses enfants depuis une dizaine d'années. Et elle me disait, mais en fait, parfois, je dis ça à des mères, mais j'ai pas l'impression de le dire sur un ton qui se veuille culpabilisant ou quoi, envers ces mères-là qui, elles, laissent leurs enfants jusqu'à 18h à l'école et tout. Mais j'ai l'impression que juste dire ça, elle va me dire... non, moi je les laisse aussi parce que c'est quand même l'endroit après l'école, le moment des activités et tout ça, c'est l'endroit où ils sont sociabilisés. Donc en fait, dans les deux cas, il y a quelque chose qui va pas. Et dans les deux cas, l'une renvoie à l'autre l'idée d'une culpabilisation parce qu'elle a
il y en a une qui a décidé de continuer sa vie professionnelle et l'autre qui a décidé de faire ça et d'aller faire du théâtre à ses enfants elle-même, je sais pas quoi. Enfin, après, il y a plein d'autres obstacles qui peuvent être une question de moyens financiers. Donc, on sait que les femmes, elles sont quand même toujours moins payées que les hommes et que donc, du coup, il y a une disparité vis-à-vis de ça. Et donc, que moins de moyens financiers, ça va de pair avec la question du temps aussi. C'est que si on a 3 boulots... on n'a pas le temps d'aller faire des week-ends avec ses amis ou on n'a pas l'argent pour aller se faire le resto. Enfin, ça peut pas être notre priorité, quoi. Voilà. Après, quelque chose qui joue beaucoup, donc qui rejoint aussi la question de l'âge, c'est l'aménagement avec le conjoint. C'est un peu un moment qui est considéré comme un moment de creux. Le début de l'emménagement avec le conjoint, en tout cas, avec un peu un truc de fusion, qui souvent d'ailleurs est décrit pas forcément très positivement. Enfin, un petit peu, j'ai eu l'impression de me perdre. Et puis après, il y a aussi tout le moment des amitiés de couple qui se met en place, donc des dîners de couple ou des week-ends, mais du coup, où les amis se retrouvent moins 2 à 2. Avril et Alenka se sont rencontrés bien avant MeToo et le renouveau des luttes féministes que nous vivons aujourd'hui. Leur amitié s'est renforcée au fil du temps et de prise de conscience féministe. En fait, ce qu'on faisait au roller derby, c'est qu'après l'entraînement, je crois que c'était le mardi soir, on allait boire une bière à la Girafe à Angoulême et on se marrait vachement bien. On était vraiment en groupe, tu vois, on était 3 avec la personne qu'on appelle Tata et on traînait vraiment toutes les 3 ensemble et puis avec Laura et puis avec Nadège et puis on passait vraiment juste des moments super chouettes à se marrer, à regarder des trucs débiles. Genre Tata, c'était la pro de trouver les vidéos YouTube les plus cringe, les plus plutôt des films d'horreur, des films de série Z, un peu comme ça. On parlait de la vie qu'on vivait, du sexisme qu'on vit, on était des femmes super fortes, des grandes gueules, mais il nous arrivait quand même des trucs super trash et en fait parfois on pouvait pas s'en douter. On n'arrivait pas à le voir parce que on baignait dans le patriarcat, quoi. On n'avait pas la conscience. Enfin, moi, à ce moment-là, je subissais des viols conjugaux. Soit j'en parlais pas, soit c'était un peu genre ça va pas, ou genre c'est normal, c'est comme ça, c'est la vie. C'était juste des problèmes de couple, des problèmes de désir, et puis on se disait bah oui, c'est vrai, peut-être ça craint, du coup il faut que je lui montre que je l'aime, du coup il faut que je me force. Enfin, un couple sain, c'est un couple qui baise 3 fois par semaine ou je sais pas quoi. Enfin, tous ces trucs-là, on était vraiment baignés là-dedans. Sa manière pour lui de m'obliger à faire du sexe, c'était de faire du chantage affectif. Donc c'était on n'a pas 70 ans quand même, si tu fais pas du sexe avec moi, c'est que tu m'aimes pas, c'est que tu me désires pas, du coup notre relation ça va pas, donc enfin c'est que tu veux me quitter ou c'est qu'il y a quelqu'un d'autre ou ce genre de truc. Donc c'est là-dessus sur lequel il jouait. Et puis aussi le fait que je l'aimais beaucoup. Du coup je voulais pas qu'il se sente misérable, quoi. La fameuse misère sexuelle qui n'existe pas en vrai, mais... Et du coup, c'est les moments où t'es là genre, moi j'ai pas du tout envie de faire du sexe, du coup je vais faire la morte, quoi, et attendre que ça se passe. Ou parfois, avoir envie que ça se passe plus vite, donc, qu'ils jouissent plus vite pour que ça soit fini, du coup, être vraiment forte dans un truc de séduction, d'aller vraiment le masturber, d'aller faire comme si j'en avais envie, mais pour que ça se passe plus vite, quoi. Donc c'est les moments où je me coupe vraiment de mon corps. Et du coup, ça m'a pris le temps de comprendre que je ne peux pas être dans des relations avec des amants, des amantes, si on ne peut pas passer du moment sans sexe. Si la relation n'existe pas, s'il n'y a pas de sexe, c'est pas possible pour moi. Que ça avait quelque chose qui était mis comme une preuve d'amour, c'est le sexe. Et non. Et du coup, je veux plus de ça dans ma vie, quoi. Je pense que maintenant, le groupe d'amis qu'on a là, on a les outils. Malheureusement, on a les expériences qui vont avec, ou pour être vigilantes les unes envers les autres. Et aussi, on a ce lien émotionnel qui s'est créé à travers les années, où on peut se confier les unes aux autres et on parle de trucs qui sont difficiles, où on a honte. Tu vois, il y a peu de personnes à qui je peux dire je me suis comportée comme une grosse merde, j'ai fait ça, je me sens pas bien avec ça, et je peux t'en parler à toi parce que je te fais confiance, parce que je sais que tu me connais, tu vois, tu connais ces parties de moi, tu sais tout le chemin que j'ai fait, donc tu vas pas me juger là-dessus. Du coup, avoir des amis de longue date qui connaissent tes bails, qui connaissent ce que t'as vécu, qui t'ont suivi en fait, avec qui tu peux tout dire et qui peuvent te dire attention, ça m'inquiète, cette relation, j'ai l'impression que c'est plus sain, ou tu vois, ça c'est super important, quoi. Ah oui, c'est les lumières du soleil. On va à la mer? C'est pas grave? Ouais.
Avec Avril, on s'est rencontrés à un gros moment charnière pour moi. Déjà, le roller derby, moi, je m'y suis mise, c'était la rentrée. Donc, mon père est mort en été, et c'est à la rentrée. Donc, en gros, je me suis mise au derby 2 mois après sa mort. Et en gros, c'était l'activité que j'avais choisie pour pas devenir folle. Et donc, du coup, la première année était extrêmement difficile pour moi. Et c'est l'année, en fait, où il y a énormément de choses qui se sont, en fait, résolues toutes seules. Juste parce qu'il n'y avait plus la menace, il n'y avait plus la peur en fait. Le jour où on a eu l'appel de l'hôpital pour dire qu'il n'y avait plus aucun médicament qui marchait et qu'en gros mon père en avait probablement plus que pour 1 mois. La seconde où j'ai eu la nouvelle, c'est comme si on m'enlevait directement un énorme poids. Il y a toute ma peur et ma colère que j'avais pour lui en fait qui s'est dissous en un instant. Donc, le début de ma relation avec Avril, ça n'a pas été profond. Enfin, on n'est pas allé en profondeur tout de suite. Parce que pour moi, c'était nouveau juste de pouvoir parler de ces choses-là avec d'autres personnes. Donc, j'apprenais en fait. En fait, je pense à un moment charnière dans notre amitié, en fait, je me suis fait agresser à un moment à Angoulême. Le lendemain, en gros, c'était 7h du mat, la fin de ma soirée d'anniversaire en fait. Je rentrais chez un pote et il y a un mec qui m'a balancé une bouteille à la figure. J'ai eu plein de coupures, j'ai eu besoin de plein de sutures et j'ai même dû me faire opérer après. Pendant l'espace d'1 minute, j'étais persuadée que j'avais perdu mon œil. C'est l'expérience la plus traumatisante de ma vie. Et donc j'ai fini aux urgences et le lendemain, Avril est venue à l'hôpital dès qu'elle a entendu. Et ça m'a... J'ai vu qu'elle était une amie dévouée, qu'elle était là et que je pouvais compter sur elle. Je pense que ça a toujours été difficile pour moi d'être en position de faiblesse. C'est des moments où j'ai tendance à m'isoler, à ne pas vouloir que ça pèse sur quelqu'un d'autre. Les moments où je me laisse être faible avec quelqu'un, c'est des moments où je me sens très très vulnérable et ça me touche d'autant plus du coup si la personne est empathique et qu'elle me montre que je peux m'appuyer sur elle. J'ai tellement l'habitude de faire mon petit bout de chemin toute seule. Ça, c'est un truc que Avril, elle m'a montré plusieurs fois, c'est que c'est quelqu'un qui est là pour les moments difficiles, quoi. Qu'elle sera toujours là pour moi, quoi. Juste de pouvoir avoir un coup de mou avec elle, en fait. Sans me sentir obligée d'être la meilleure version de moi-même et d'accepter de me montrer comme ça, comme quelqu'un qui ne va pas bien. C'était en janvier, on a eu un moment très chouette. Je suis allée la voir, j'ai passé 10 jours chez elle et elle, pareil, elle a eu un moment difficile avec un de ses anciens amants. En gros, elle aussi, elle faisait le deuil d'une relation. Et du coup, on était toutes les deux un peu de tension et puis on avait des moments de tristesse. Mais en fait, c'était des moments très doux entre nous parce que en fait, on n'était pas bien ensemble, mais on était bien parce qu'on était ensemble, quoi. Il y a eu toutes nos larmes et nos colères et nos besoins de pas se taire. Il y a eu nos poings fermés, nos cœurs d'acier, comme des crachats, comme des lames jetées à terre. Et puis, nos corps abandonnés, le jour qui dit « pose tes armes », le matin qui veut plus pleurer, le matin qui force au présent à se lever. Mais je voulais te dire, ça s'efface pas, tu sais, je n'oublie pas. Il y a eu nos coudes serrés et écorchés, et nos chansons ce soir d'été. Il y a eu nos joies de vivre à en crever, comme des enfants perdus, comme des enfances volées. Et puis, chacune on a craqué, chacune son tour on a flanché. La vie est rude à nos espoirs, la vie nous brûle quand on veut voir. Mais je voulais te dire, ça s'efface pas, tu sais, je pardonne pas. Il y aura toutes nos joies et nos amours, et nos luttes encore et toujours.
Il y aura des fleurs dedans nos cicatrices, comme un espoir qui pousse, comme le sourire au petit jour. Et puis, des fleurs de lys. On sera les reines qui butent les rois. Nos survies reprendront leurs droits. Nos survies deviendront des vies. On brillera. Alors, laisse-moi te dire, ça s'efface pas, tu sais. Je n'oublie pas. Oui, je voulais te dire, ça s'efface pas, tu sais. Je pardonne pas. Mais laisse-moi te dire, quoi qu'il arrive, tu sais, on se lâche pas. Oui, laisse-moi te dire, c'est sûr, un jour, on brillera. Ensemble, on brillera. Sandra Calderan, ni oubli, ni pardon. Flore Labrande a décidé de travailler sur le concept d'amitié après un séjour en Espagne et de longs moments passés dans les manifestations féministes. Elle s'est rendue compte que là-bas, le mot sororité y était beaucoup plus souvent scandé. Le 8 mars, il a commencé à prendre une ampleur très importante après une affaire en particulier, d'un viol collectif en fait, qui a eu lieu pendant des fêtes, des férias, d'une jeune fille, par un groupe d'hommes qui s'était appelé la Manada, c'est la meute. Il y avait ce slogan du coup dans les marches du 8 mars qui était « Tranquila hermana, aquí está tu manada ». « T'inquiète pas ma sœur, nous on est à meute, à toi ». Puis oui, plein d'autres, il y a le « Hermana yo si te creo », ma sœur moi je te crois, ou « Si tocas a una, no tocamos todas ». Si tu touches à l'une d'entre nous, tu touches à toutes. Et donc vraiment, il y a un truc du côté de l'émotion déjà, vraiment, et puis de la force en fait. Pas seulement du coup de la force dans la colère, mais aussi de la force dans l'amour. La colère, elle a une place hyper importante aussi dans les luttes féministes, je pense qu'elle peut être motrice. Mais là, c'est du coup une autre forme de force et de moteur, ce sentiment d'amour et de soutien, de solidarité, etc., comme vecteur de la lutte féministe. Marcela Lagarde, qui est une autrice mexicaine, dit que la sororité, c'est un pacte de confiance entre amis inconnus. Quelque chose de presque de contractuel. Enfin, on a décidé qu'on avait ce combat féminisme ensemble, donc il faut qu'on se soutienne, il faut qu'on se croie, il faut qu'on s'écoute. On a chacune vécu des choses, on comprend. Dans la sororité, il y a l'expérience commune, mais on n'a pas besoin d'être intime, on n'a pas besoin de rigoler ensemble, on n'a pas besoin d'avoir des souvenirs ensemble. Par exemple, moi, j'avais des enquêtées qui me racontaient un moment de violence conjugale où, en fait, plusieurs de ces amies qui, entre elles, ne se connaissaient pas, s'étaient téléphonées, consultées les unes les autres pour faire front à un moment précis contre cet homme-là et pour vraiment relever à bout de bras, mais presque physiquement, cette femme-là. C'est comme s'il y avait un maillage de femmes autour de l'une d'entre elles. Du coup, ça faisait sororité autour de cette amie-là. Dans l'introduction du livre collectif Sororité, Chloé Delhomme rappelle à quel point ce concept est perçu comme dangereux. Par la sororité surgit l'indépendance, l'autogestion, un contre-pouvoir. Elle met à mal l'ordre dominant parce qu'elle visibilise les violences masculines et les combat par le soutien. Mais il est important de rappeler aussi que la sororité demeure socialement fragile. Elle n'échappe pas à d'autres logiques de domination, de race, de classe, d'orientation sexuelle qui divisent les femmes entre elles. À ce titre, le terme a pu et peut encore être rejeté. L'autrice féministe Bell Hooks propose quant à elle de nous rassembler sans faire semblant d'être unis. Pour elle, il faut au contraire reconnaître que nous sommes divisés et trouver les moyens de vaincre les peurs, les préjugés, les ressentiments, les rivalités. Les femmes n'ont pas besoin d'éradiquer leurs différences pour se sentir solidaires les unes des autres. Nous n'avons pas besoin d'être toutes victimes d'une même oppression pour toutes nous battre contre l'oppression. Pour Flore Labrande, la sororité peut aussi être absente des amitiés qui ont une signification moins politique. Pourtant, par le fait même d'exister, celles-ci ont tout de même une portée politique. À partir du moment où il peut y avoir une entraide monétaire, à partir du moment où il y a une entraide on se garde nos enfants, on va chercher, on va se faire s'accueillir les unes chez les autres, donc de s'autoriser du coup à quitter une situation de violence, sortir d'une dépendance envers un homme. Enfin, c'est avoir comme une porte ouverte en fait en plus.
Et l'aliénation, c'est aussi l'aliénation mentale, quoi. C'est qu'on n'a pas le temps quand on est débordé par une charge mentale, etc. On a moins de temps aussi pour penser à sa condition, pour penser à ce qui nous oppresse et pour penser à comment s'en libérer. Et qu'après, il y a toute la dimension, l'écoute, le soutien, qui peut permettre de s'autoriser la critique, de s'autoriser la parole et aussi de possibilités de régression au retour à l'enfance, à une certaine insouciance. Et le rire, je l'ai aussi identifié comme pouvant être une stratégie pour désamorcer quelque chose de la rivalité. C'est une de mes enquêtées en particulier qui m'a dit ça. Après, ça a résonné avec d'autres, mais quand elle me parlait de la manière différente qu'elle avait de rentrer en amitié, on va dire, avec un homme et avec une femme, elle me disait, avec un homme, c'est souvent sur des sujets sérieux, on parle, puis un jour, on se met à rigoler et tout. Et elle me disait, avec une femme, moi, j'ai besoin de passer d'abord par le rire pour aplanir un peu les choses, pour calmer quelque chose, justement, pour montrer, je me prends pas, je peux être dans le second degré, comme si, par le rire, il y a des choses plus graves qui pouvaient passer, donc peut-être avec l'idée que on peut parler de choses qu'on a en commun qui peuvent être graves, mais par le rire, et de montrer patte blanche. Parfois, l'amitié se constitue un peu comme une charge supplémentaire. Je pense à une jeune mère qui faisait très attention, qui avait très peur en fait de laisser tomber ses copines parce qu'elle était, elle avait un bébé vraiment de moins d'1 an. Et c'est quelque chose qui l'a travaillé beaucoup. Et dans la manière dont elle m'en parlait, du coup, ça devenait quelque chose de comme une injonction supplémentaire limite de ce que c'était qu'être une bonne mère. C'était aussi faire attention à garder des moments avec ses copines et tout ça. Pour revenir au terme de sororité, un petit peu un des déboires du féminisme washing, c'est d'utiliser les termes de manière pour en faire quelque chose un peu de marketing, de trucs de networking, moment de sororité, aller faire du yoga ensemble. Il faut prendre le temps, quand on est une jeune mère, d'aller boire son petit jus de gingembre avec ses copines et tout ça. Comme si du coup, on utilisait le féminisme pour faire des nouvelles injonctions au bien-être, etc., qui peuvent être un peu oppressantes et un peu contre-productives. Après, il y a aussi dire, par exemple, que l'amitié, ça peut du coup être l'endroit de critique de son couple, c'est vrai, et en même temps, elle disait, mais le problème de ça, c'est que est-ce que du coup, en fait, l'espace amitié deviendrait pas un peu le sas de décompression du couple hétérosexuel? C'est qu'en fait, on irait voir son ami pour décharger des choses, etc. Puis après, on y retournerait la fleur au fusil, pour exagérer un petit peu. Je dis pas que tous les couples hétérosexuels sont forcément un champ de bataille, mais ça pouvait être du coup comme une béquille, en fait. Je crois que c'est Liliane Federman qui parlait des amitiés au XVIIIe, XIXe siècle. C'est un peu le même truc, la même idée. C'est qu'en fait, l'amitié, le moment entre femmes serait là pour permettre de rendre le couple hétérosexuel supportable, mais au final, sans aller jusqu'au bout de le déconstruire vraiment. Encore une fois, je pense que tout dépend de la manière dont on décide presque volontairement de vivre ses amitiés et si on les politise déjà ou non. Il y a quelque temps, Avril et Alenka ont décidé de se marier pour sceller leur amitié et la célébrer. Elles se sont échangées leurs vœux au pied d'un grand arbre, devant leurs amis et leur famille. Il ne s'agissait pas d'une cérémonie devant l'État ni l'Église, mais cela ne la rendait pas moins importante à leurs yeux. On sait plus trop comment ça s'est passé, mais je crois qu'une fois, je lui ai proposé, je lui ai dit « ça te dirait, on se marie ?» Et puis elle a dû dire « ah bah ouais ». Et on a voulu faire une cérémonie pour nos familles. Du coup, pour présenter la personne qui est la plus importante dans notre vie à nos familles, pour qu'ils puissent se rencontrer aussi. Et du coup, moi, je crois que c'était aussi important pour que mes parents et ma sœur comprennent c'est quoi ma vie. Comme je suis pas dans un truc assez typique de je vais me mettre en couple avec un homme et puis j'ai un travail très sécurisant et on va acheter une maison avec un prêt et puis le chien c'est bon je l'ai mais sans le reste. Tout ce parcours un peu classique. Et comme je suis rarement dans des relations mono-amour avec un gars ou quoi, je voulais qu'ils comprennent où étaient mes priorités. Et c'était vraiment rigolo avec mes parents parce qu'au début ils comprenaient pas pourquoi j'appelais ça un mariage. Ils disaient mais du coup en fait c'est pour célébrer vos 12 ans d'amitié, c'est un anniversaire en fait, c'est pas un mariage. Et bah si, c'est un mariage pour nous. Et puis je leur ai envoyé
un message WhatsApp, genre l'annonce officielle, nous vous invitons telle date, à tel endroit, pour célébrer le mariage d'Alenka et d'Avril. Et j'étais là, oh mon Dieu, félicitations, j'avais pas compris et tout, parce qu'ils pensaient qu'en fait on allait se marier, qu'on était un couple et que c'était encore moi qui était pas claire et quoi. Et après, du coup, j'ai dit genre, bon, je vois comment vous réagissez, on va remettre les choses au clair. Alenka, c'est ma meilleure amie. Et on va se marier pour célébrer notre amitié. Et je pense que le jour du rituel, quand on a expliqué, quand ils ont vu ce qu'on s'est dit, ils ont compris. Même si pour nous, on s'aime et qu'on est des âmes sœurs, notre place dans le cœur l'une de l'autre, elle est très claire. Et pour les partenaires qu'on a pu avoir aussi. Je pense que parfois, il y a pu avoir un peu de la jalousie parce que les gens arrivent et nous, on a déjà tout ça et c'est très très fort et très important, mais c'est quand même assez rare. Les gens se disent « Oh, bah, c'est son ami, tu vois ». Et en plus, au moment où on s'est mariés, on n'était pas en relation avec d'autres personnes. C'était juste un hasard. En fait, il n'y a pas de hiérarchie. C'était pas en dépit parce que... en dépit d'avoir vécu une histoire d'amour extrêmement forte avec Jakub, mon partenaire avec qui j'ai vécu en République tchèque, et avec une intimité de ouf et des sentiments amoureux réciproques, enfin tu vois, ça se voyait dans nos yeux quoi. Genre en dépit de ça, Alenka avait énormément de place dans ma vie au même moment, et c'est des choses qui peuvent cohabiter. Genre je dirais pas c'est mon amoureuse, genre ça c'est encore une autre relation spécifique. Je dirais plus que c'est mon âme sœur et maintenant ma femme. Mais avec Alenka, ça a toujours été un amour platonique, tu vois. Il n'y a pas de désir sexuel, tu vois. On peut être très proches physiquement, genre se baigner l'une l'autre dans l'eau, se faire des grands câlins, se masser, tout ça, mais genre, ça sera pas sexuel. Moi, ce que j'aime bien avec mes amis, c'est de pouvoir avoir ces amitiés. J'appelle ça des amitiés tendres. C'est des amis avec qui on peut avoir une proximité. On peut faire la sieste et dormir en grande cuillère, petite cuillère. On peut se toucher la tête, se faire une petite caresse, se frotter dans le dos. On peut se masser. Et du coup, moi, ça me fait beaucoup de bien quand j'ai des amis avec qui je peux faire ça. Tu sens l'amour que ces amis te portent à travers le corps. Je peux faire confiance, je peux donner l'accès à mon corps à quelqu'un et lui faire confiance et savoir que je vais être respectée et aimée et avoir de la tendresse. Et ça, c'est vraiment cool, surtout quand on t'a balancé que ton corps est disponible pour tout le monde et que tu dois subir des violences sexistes juste parce que t'as ce corps-là, quoi. Quand l'affection et la tendresse est pas restreint à un endroit, bah on est plus forte. Donc si la seule personne qui te touche ou qui ne te touche pas, justement, c'est la personne avec qui t'es en couple, bah ce qui peut être risqué, c'est d'avoir tout au même endroit. D'avoir sa sécurité affective et émotionnelle, sa sécurité matérielle, tout ce genre de choses, juste avec une personne. Parce qu'en fait, du coup, il n'y a pas la sécurité. Si tu as une dépendance matérielle, si par exemple, je suis dans un couple et je gagne pas ma vie, et ma sécurité financière et mon style de vie est très important pour moi, et que si je sais que je me sépare de cette personne, je vais perdre ça, bah ça va être super difficile de quitter cette personne. Ou même avant de quitter, de dire les choses là, ça me va pas, parce qu'il y a comme cette épée de Damoclès, si je dis quelque chose, je vais tout perdre, ça va pas le faire. Et c'est pareil pour la sécurité, enfin la dépendance affective en fait. Si tu reçois tout d'une même personne, ça va pareil être difficile. Alors que si t'as ça, et des amis proches, et d'autres amants, amantes, n'importe, enfin, en fait, tu es plus capable de faire des choix, et plus capable d'accepter ou pas accepter des choses, et de remodeler les relations comme elles doivent être remodelées, comme elles doivent évoluer. Et en fait, si t'es dans la peur de perdre la personne à qui tu peux tout confier, à qui tu peux tout dire, parce qu'après t'as plus personne, mais c'est vachement plus difficile de dire tu me fais chier quand tu fais ça. C'est plus difficile d'aller au conflit en fait. Oui, on y va. Oui. C'est beau quand le soleil se couche parce que du coup les vagues, même les plus petites vagues, font des ombres. Du coup t'as des petites montagnes comme ça, c'est chouette. Avec ma soeur on se baignait comme ça la dernière fois. C'était trop bien. Ça aussi je trouve que c'est des moments assez intimes quand tu te baignes à deux dans une piscine dans la mer ou quoi.
Moi, je fais pas vraiment de différence entre l'amour et l'amitié. En tout cas, dans le contexte de ma relation avec Avril, j'utilise le mot amitié et amour de manière interchangeable. Ouais, pour moi, l'amour, c'est un choix. Je choisis la personne, je chéris la personne, je chéris la relation. J'essaye de comprendre les besoins et les envies de l'autre personne, de comprendre et de voir la personne dans son entièreté. Donc de ce point de vue-là, il y a pas de différence pour moi. J'ai envie de dire, mes amitiés, c'est pareil que mes couples, c'est juste sans la notion de sexe, en fait, sans l'attirance sexuelle. La sexualité, en fait, ça rajoute un caractère un peu explosif. Je pense qu'on relie beaucoup de choses à la sexualité. Je pense qu'il y a une notion de possessivité quelque part. Tu vois, le fait que la majeure partie des gens soient dans des relations monogames. Je pense qu'il y a une notion une espèce de codépendance qui se crée et qui est liée quelque part à la sexualité. C'est genre comme si c'était un facteur déterminant. Le fait que quelqu'un soit fidèle ou pas, ça fait tout basculer, ça change tout. Ouais, donc il y a cette notion de posséder ou d'avoir un droit d'exclusivité sur tout cet aspect de la personne qu'on a en face. Et que je trouve qu'il n'y a pas en amitié, ou du moins pas aussi fort. Fatima n'ose pas leur demander si elles couchent ensemble. C'est à ça qu'on pense quand on les voit. Elles ne se touchent jamais, mais gardent un œil l'une sur l'autre, se cherchent à tout instant. Quand elles rient, c'est toujours de la même chose, et leurs corps se rapprochent souvent. Quand l'une allume une clope, elle entend une à sa comparse, sans même s'interrompre, naturellement. Elles se coupent la parole sans arrêt, ou plutôt, elles parlent à deux. Elles remplissent toujours les 2 verres, sans s'en rendre compte. Elles ont les mêmes mots, les mêmes expressions, de la connivence presque tangible. Elles ressemblent à une bête à 2 têtes, séduisante au bout du compte. Fatima a du mal à imaginer qu'elles ne se connaissent que depuis une semaine. Elle aurait du mal à les dissocier, les imaginer l'une sans l'autre. Virginie Despentes, Baise-moi. L'autrice Adrienne Rich explique que les femmes parviennent toujours à tisser des liens intimes et sentimentaux entre elles, en évoluant dans ce qu'elle nomme un continuum lesbien. Malgré sa force, ce continuum entre amitié et amour peut aussi faire figure de déviance. Au XIXe siècle, les relations d'amitié fortes entre femmes, qui pouvaient s'exprimer à travers des échanges de lettres passionnées au sein des milieux bourgeois, ont été réprimées de manière virulente. Le soupçon de lesbianisme fait peur parce qu'il remet en cause le système hétérosexuel perçu comme naturel, mais aussi parce que les amitiés fortes peuvent mettre à mal le couple. C'est ce qu'a pu expérimenter VX. Elle est chercheuse indépendante. Elle a évolué parallèlement dans le milieu du féminisme et du hacking. Il y a quelques années, elle a vécu plusieurs grandes ruptures amicales. Rétrospectivement, elle comprend que l'intensité de ses amitiés venait mettre en danger les relations de couple que pouvaient vivre ses amis par ailleurs. VX vient de terminer un mémoire sur les relations affectives et amoureuses. Elle a décidé de mener ce travail suite à ses expériences. En se basant sur les théories féministes et queer, elle interroge la nature des sentiments amoureux et amicaux et tente de comprendre pourquoi il existe une hiérarchie entre les deux. Je vais interviewer des gens que je connais, qui dans les années 80-90 ont été des punks militants, ont créé des groupes, qui ont squatté dans des baraques et qui ont créé toutes sortes d'événements autour de la micro-édition, des concerts, tout ça. Ça a produit un groupe dans lequel j'ai toujours été fascinée par la non-hiérarchie relationnelle qu'il y a entre les couples et le groupe. C'est-à-dire que machin est en couple avec bidule,
mais bidule part avec truc, un an à Berlin. Des trucs comme ça, quoi. Et que là, pour moi, il se passe quelque chose dans ce groupe. Et dans ce groupe-là, il y avait des lesbiennes et des hétéros. Et du coup, j'arrive et ma question c'est, j'arrive de Mars. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu vis avec qui et pourquoi ? C'est quoi le rapport entre être amoureux et être parent et vivre ensemble, et etc. Et réciproquement, pourquoi quand t'es ami, enfin, c'est quoi que tu ressens pour un tel et pour un tel, et pourquoi c'est différent ? J'arrive de Mars, moi, vraiment, faut tout m'expliquer depuis le départ. Quand je pose cette question comme ça, les gens me regardent avec la bouche ouverte. Un air un peu sidéré, genre, et waouh. Donc là, déjà, vertige. Ils me parlent énormément de leurs relations d'amitié, qui sont devenues des relations de famille, au sens du lien profond, soutien et pilier. Mais ils ne me font pas de commentaires sur leurs relations amoureuses. Ils ne me parlent pas de leurs relations amoureuses, ou très peu. Et a posteriori, je comprends que ce que ces personnes essayaient de me dire, c'est que la possibilité de l'amitié, dans leur cas, avait aussi beaucoup à voir avec le fait d'inventer leur travail, d'inventer l'habitat par le squat. Et du coup, ils vivent ensemble. Il n'y a pas, j'ai ma petite vie privée d'un côté, ma petite vie professionnelle de l'autre, ma petite vie... C'est une autre organisation du temps. Le squat, le punk, l'activité n'est pas séparée de l'habitat. Tout ça est ensemble, ce qui peut être très épuisant et qui a ses limites aussi. Donc ce que je comprends, c'est qu'il y a quelque chose avec l'impensé. Il y a une organisation spontanée, pensée comme naturelle. On vit des choses, on fait des choix, sans les faire puisqu'on les pense pas, qui est « je suis amoureuse, donc j'ai une sexualité avec ». Du coup, réciproquement, amitié n'égale pas sexualité. Je comprends que amoureux produit couple. Du coup, l'amour amoureux ne se vit qu'à deux et à deux seulement. La relation amoureuse embarque la notion de couple avec elle, dans laquelle il est de fait question de sexualité monogame. Mais moi, la sexualité, je m'en fichais un peu. En fait, ce qui m'intéressait, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas dans la relation amoureuse une monogamie affective ? La relation amoureuse accapare quelque chose. Donc c'est une qualité de ressenti, une quantité de ressenti et une disponibilité pour être avec, faire. Et qui est une intensité d'amitié qui n'est pas autorisée. Donc, j'ai toute la littérature, toute la pensée féministe qui va me parler de l'appropriation du corps des femmes, de l'appropriation, etc. Ça, je sais. Mais je sais que c'est pas que ça. C'est autre chose. Et c'est émotionnel. Voilà. Ensuite, j'interviewe d'autres personnes qui sont déjà dans des milieux féministes queer, qui essayent de mettre de la souplesse dans leurs relations amoureuses. Et déjà, ces personnes n'ont pas voulu habiter dans le même endroit. Elles sont déjà dans des colocs pour justement alléger et pas mettre tout dans le même panier. Donc c'est une relation amoureuse très forte entre deux personnes. Et cette personne me raconte à quel point c'est dur. Là où pour elle c'est très difficile, c'est de lutter contre les injonctions sociales qui sont dans sa propre tête. Et donc la jalousie. Que finalement, si elles font pas de la même manière que ce qui est attendu dans les clichés hétéro-normatifs, on n'habite pas ensemble, peut-être on passe pas la soirée ensemble, peut-être on va avec d'autres personnes, peut-être on va... Ça produit toutes sortes d'angoisses. Et notamment, et alors du coup, quand on essaye, par exemple, de sortir de la sexualité monogame, là, c'est carrément la fin des haricots. En matière de panique, en matière d'angoisse. Donc, il y a quelque chose avec... Si on sort de la narration traditionnelle ou de la narration de la normalité amoureuse, c'est la panique. C'est une lutte considérable. Et j'avais déjà eu ça dans un des premiers entretiens avec une personne qui, pareil, était capable de concevoir intellectuellement des choses. Genre, évidemment que je suis contre la notion de monogamie. En matière d'appropriation des personnes, je suis anarchiste, je peux pas faire autrement que être contre. En revanche, je ne peux pas le vivre. Donc, il ne s'agit pas que de choses qui sont à l'extérieur de soi, il ne s'agit pas que de conditions matérielles. Il s'agit aussi de choses qui sont à l'intérieur de moi, ou de nous, contre lesquelles il faut qu'on lutte. Et là, je tombe sur Foucault. Michel Foucault, il dit, on est restreint, on est empêché, on vit dans un registre d'interdit, c'est-à-dire on veut se libérer, mais on nous l'interdit. Ce que Michel Foucault dit, c'est que on nous l'interdit pas au sens de « je te laisserai pas faire ça », on nous éduque pour, dès le départ, ressentir autrement. Ce qu'il dit, c'est que le flic est à l'intérieur de nous, par un ensemble d'éléments d'éducation, de médicalisation de la pensée, de construction du savoir et de représentation. On construit le normal et la normale avec une horreur intrinsèque de la normale. Donc, ça produit, en contraire, le goût du normal. Là-dessus, paf,
je lis Judith Butler, Le trouble dans le genre. Elle dit le genre, ça fait un kit qui met ensemble de façon cohérente organes, identité, sexualité. Donc, j'ai un sexe biologique femelle, je suis une fille, et de fait, j'ai une sexualité et du désir pour des garçons. Ça met en cohérence des choses qui deviennent évidemment naturelles et évidentes, et du coup, je peux pas y penser puisque c'est naturel et évident. Du coup, je me dis, ah, mais c'est intéressant ça. Ça me parle de je suis amoureuse, donc sexualité monogame, habitat, foyer, parentalité, avenir, soins. Judith Butler, elle dit autre chose, elle dit le genre, c'est aussi la construction de deux individus, de deux genres opposés. Le féminin est ce que le masculin n'est pas, et le masculin est ce que le féminin n'est pas. Ah, mais dis donc, ça m'intéresse ça sur mes histoires de amour-amitié. Parce que dans le genre, l'amitié est ce que l'amour n'est pas, et l'amour est ce que l'amitié n'est pas. Du coup, c'est l'illusion d'une différence. Donc on crée une dichotomie, on crée une binarité. En fait, dès le départ, il y a la création de deux catégories, de deux seulement. Et c'est parce qu'il n'y en a que deux seulement qu'elles sont positionnelles. Il y en aurait trois, ça serait plus positionnel, ça serait plus possible d'être positionnel. Et elle dit, c'est performatif. C'est-à-dire que c'est le langage qui le fait. Pour Butler, le fait de déclarer qu'un enfant est d'un sexe ou d'un autre, c'est performatif, ça le produit. C'est bel et bien parce qu'on déclare que tu es une fille, que tu deviens effectivement une fille. Ces actes de locution, on les répète quotidiennement. Donc, il y a un ensemble de faire et de dire répétés qui produisent l'illusion du genre. En fait, en produisant du genre, on produit des monstres. On produit des gens qui ne vont pas utiliser la moitié de leurs compétences et qui les délèguent à l'autre. Le féminin, c'est j'ai la légitimité du soin et de l'affect et j'ai accès à mon émotionnel. Par contre, j'ai pas le droit de toucher une perceuse, d'avoir un compte en banque et de rayonner en société. Et je suis un mec, je n'ai pas le droit à l'émotionnel, je n'ai pas le droit au sensible, je n'ai pas le droit aux soins. Ça produit des gens avortés d'une partie d'eux-mêmes, amputés d'une partie d'eux-mêmes, et qui sont dépendants de l'autre genre pour avoir accès. C'est-à-dire que, alors déjà, je voulais préciser quand même que les deux personnes sont amputées et ont des illégitimités. Ceux qui ne les mettent pas à la même place dans la hiérarchie sociale, c'est que par ailleurs, dans ces deux catégories, il y en a un qui est privilégié et l'autre qui n'est pas privilégié. Enfin, je veux dire, les deux subissent des processus de genreification. Ils sont tous les deux produits avec des possibles et des empêchements. Donc, ils sont coincés dans des rôles. Donc pour moi, là-dedans, et c'est ce que dit Carol Killigan, il y a dans cette production de genre et d'hétérosexualité obligatoire, et donc du couple, elle empêche l'empuissancement individuel des individus concernés et l'empuissancement collectif. Du coup, pareil pour la relation. Il n'y a dans mon cerveau que deux catégories possibles. Du coup, je ressens des trucs, paf, je les mets dans l'amitié, ou paf, je les mets dans l'amour, amoureux. Et paf, ça produit des choses. Et quand il y a un truc qui sort de la narration d'origine, amitié ou amour, c'est la catastrophe. Et ça explique pour moi, quand j'ai cette relation avec ses amis et qu'à la fin on me dit non mais vous étiez beaucoup trop fusionnel et que je dis non mais vous foutez de moi je suis fusionnel avec mes amis alors que je vis même pas avec et que je couche pas avec, alors que ces personnes sont en couple et que personne trouve que c'est pathologique comme relation. Ça c'est pareil, comme on est censé être amis, ce que je propose sort de la narration et du coup ça tire la bourre à l'autre catégorie qui est sentiment amoureux et il faudrait que on se positionne et qu'on rétablisse, c'est-à-dire retailler au couteau notre relation pour enlever ce qui n'est pas censé rentrer dans la case, quoi. Et donc, quand on comprend qu'en fait, tout tient sur des narrations, c'est avec les narrations, le monde s'effondre un peu quand même. Ce que me disent beaucoup des entretenus, c'est la chose majeure, c'est des narrations, d'autres narrations. Donc, les groupes de parole. Donc, des personnes avec qui on peut faire tomber le mur, soulever le tapis, pour faire le ménage dans les tiroirs. Et ça veut pas dire qu'après, il y aura pas un tiroir amoureux dans un coin et avec d'autres tiroirs à côté. Mais comprendre qu'il y a des ingrédients distribués de façon avec une répartition inégale. Et quels ingrédients sont distribués et qui sont pas cohérents de fait entre eux. Comme ça, c'est un choix après de continuer à le faire. Donc, déjà de prendre le choix de qu'est-ce que je choisis, est-ce que ça me va ou pas. Et qu'est-ce qui me va et qu'est-ce qui me va pas. Ça me semble essentiel. Et ça, c'est pas possible tout seul dans son coin. Ni seulement en psychothérapie.
Donc, la psychothérapie, c'est moi en tant qu'individu, comment je galère avec mes trucs, alors que la vision politique, c'est comment moi, en tant que groupe social, je subis une grille d'oppression ou un des systèmes à l'œuvre. Et que je pense que moi, pour s'en sortir, il faut faire l'aller-retour entre les deux. Et que pour pouvoir le faire, il faut avoir des alliés. La question, c'est pas de trouver une nouvelle définition. C'est pas de faire un nouveau manifeste de la relation idéale. En fait, il y a autant d'individus que de relations, et il y a autant de façons de faire que de relations, quoi. Et donc, c'est pas des vérités, c'est certainement pas avoir des vérités sûres. Donc, c'est pas avoir des discours, mais des paroles. J'en suis là, je vis ça, je fais ça, je me sens, voilà, être conscient donc, c'est des systèmes de communication qui permettent l'empuissancement individuel et relationnel. Le sentiment amoureux n'est pas homogène. Il n'y a pas un sentiment amoureux. En fait, il y a 1000 milliards de sentiments amoureux. Il y a 1000 milliards d'amitiés. Il y a 1000 milliards de copinerie. Il y a 1000 milliards de voisinage. Voilà. Enfin, c'est comme le genre. Il n'y a pas deux genres qui sont homogènes à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est-à-dire, il n'y a pas d'endroit en dehors du pouvoir et du contrôle. Par contre, il y a la possibilité de les renverser à nos propres intérêts. Et c'est ça que j'appelle le hack. Comme fait Avril, elle s'est mariée avec son ami. Et elles font une super cérémonie, et elles le font vraiment. C'est pas du pipeau, quoi. Faisant le parallèle avec sa pratique du hack informatique, VX parle souvent de hacker le système. Pour elle, il ne s'agit pas uniquement de renforcer les amitiés, mais aussi de réfléchir à vivre autrement nos relations. Cela peut se faire au sein du couple ou à l'extérieur, en passant par des réaménagements de logement, de temps, d'éducation des enfants ou de rapport à la famille. J'ai pas vraiment l'impression qu'on savait avant le mariage ce que ça représenterait, cette cérémonie, l'une pour l'autre. J'ai l'impression qu'on a vraiment découvert au moment où on s'est lu nos vœux et nos textes. Pour moi, c'est cette notion de déclarer à Avril que je l'ai choisie et que je la choisis pour toujours. Que c'est une relation envers laquelle on s'est engagé. Et c'est un truc dont on prend soin, quoi. Pour qu'on soit heureuse l'une et l'autre et ensemble. Et en fait, moi, je me dis que c'est dingue que ça se fasse pas plus, en fait. Je trouve que les amitiés, c'est des piliers au même titre que des relations amoureuses. C'est pas parce que la nature de la relation est différente que ça ne veut pas dire qu'on peut pas se dire les choses en grande pompe, quoi. Tu vois, genre, j'ai jamais eu... oui, je me marie, mais c'est juste un mariage d'amitié, quoi. J'ai jamais dit ça parce que c'est pas juste un mariage d'amitié, quoi. C'est du sérieux. Et je pense que le fait de faire ça devant nos deux familles, c'était un moyen que nos familles se rencontrent. Ça renforce nos liens à encore un autre niveau. C'est aussi un moyen de dire à nos familles qu'on les aime. Je pense qu'avec ma famille, j'ai toujours un peu une peur d'être jugée. Cette peur, elle est toujours là. Et c'est très difficile pour moi d'être vulnérable avec ma famille. Et donc ça m'a fait énormément de bien parce que j'ai pu parler d'une chose très intime, très ouvertement dans ça. Et donc la cérémonie, quelque part, ça a créé une atmosphère rassurante. Et vraiment, ça a vraiment fait un peu comme un cercle de protection autour de notre amitié. Et le fait de voir que ma famille, et celle d'Avril aussi d'ailleurs, que tout le monde se soit pris au jeu. Tu vois, que personne n'ait dit c'est con, c'est quoi cette cérémonie, c'est n'importe quoi. Tout le monde a pris ça au sérieux. Ouais, il y avait énormément d'amour, quoi. Ma sœur, elle a été géniale parce qu'elle a été complètement honnête. C'était horrible notre relation de sœur. Enfin, la petite enfance, ça allait, mais après, c'était le bordel. Et on se détestait parce que moi, du coup, en hyperactive, j'étais toujours trop. Et quand j'étais petite, j'avais pas de notion d'intimité, en fait. Il n'y avait pas de limite. Du coup, genre, tu vois, j'allais même jusqu'à lire dans son journal intime. Quand elle était avec ses copains ou avec ses amis, je toquais toujours à sa chambre. Enfin, tu vois, j'ai farfouillé dans tous les coins et recoins de la maison. J'ai trouvé des trucs que j'étais pas censée trouver, mais tu vois, genre, j'ai lu le journal intime de ma grand-mère, par exemple, où elle dit qu'elle préfère ma sœur à moi. Enfin, et du coup, genre, j'ai arrêté après parce que tu vois, ouf, je suis pas censée lire ça. Et ça m'a vraiment mis un stop à
aller partout. Mais voilà, du coup, notre relation a été difficile pour ça aussi. Et moi, j'avais vraiment très fort envie de l'amour de ma sœur, mais j'étais collante au possible et puis chiante. Et puis, il y a quelques années, un peu avant le Covid, je crois, on s'est redécouvert en fait et on s'est comprise grâce au féminisme. Ma sœur, elle comprenait pas, elle l'a dit dans le discours, pourquoi j'étais toujours à vouloir faire bouger les choses, dans la bataille. Pas comme elle, qui essaye toujours d'arrondir les angles. On a 2 stratégies différentes pour faire face à des situations similaires, en fait. Quand sa conscience féministe à elle s'est développée, je pense qu'elle a compris pourquoi les trucs que j'ai vécus, qu'elle n'a pas forcément vécu, tu vois. Genre, il y a des mecs qui sont masturbés à côté de moi dans les transports en commun, il y a des mecs qui m'ont suivi, que j'ai crié « arrêtez de me suivre », qu'il n'y a personne qui bougeait, enfin, les viols conjugaux. Je pense qu'elle a vécu des trucs qui peuvent être similaires ou quoi, mais qu'elle les a pas forcément perçus de la même manière, enfin... Et grâce à toutes ces lectures féministes, elle a compris avec quoi je me bataillais, quoi. Ça nous a fait nous relier, et moi, je me suis excusée aussi. Parce que quand j'étais ado, j'étais genre, je sais que je dois m'excuser d'un truc pour que ça marche, mais je sais pas quoi. Et ça m'a pris genre 15 ans, quoi. Je respectais pas son intimité, en fait. Quand je me suis excusée de ça, là, on a vraiment fait un grand pivot et on a commencé à s'appeler et on a commencé à se parler de plein de trucs et tout ça. Je comprenais pas du tout pourquoi tu t'acharnais aussi fort à vouloir changer le monde. Les choses ont changé un peu du jour au lendemain. Je t'ai redécouverte, tu as un peu changé peut-être. J'ai sûrement changé un peu aussi, peut-être un peu moins dur, un peu moins à vouloir laisser couler, je sais pas. Et nous avons réellement pu commencer notre relation de sœur. Je vais jamais. Je suis fière de t'avoir comme sœur. J'aime beaucoup cette nouvelle relation que nous sommes en train de tisser. Et surtout, je t'aime ma sœur. Fais-toi un câlin. Merci, c'est trop beau, merci. Je suis contente d'avoir passé le stade de peste. Oui, là. Comme ça. C'est vrai. C'était un podcast à soi par Charlotte Bien-Aimée. Réalisation et musique originale, Samuel Hirsch. Choix des textes et réseaux sociaux, Sarah Bénichou. Merci à VX. Merci à l'équipe de roller derby dunkerquois, les Sirènes Hurlantes. Le 26 octobre, vous pourrez découvrir dans toutes les librairies Un livre à soi, prolongement de ce podcast. Je présenterai l'ouvrage un peu partout en France. Pour connaître les dates, suivez-nous sur l'Instagram Charlotte Bien-Aimée ou le Twitter Un podcast à soi, ou encore le Facebook Arte Radio. Écrivez-nous à l'adresse unpodcastasoi@artefrance.fr. Si vous souhaitez assister à la fabrication du prochain épisode consacré au désir, retrouvez-nous du 3 au 12 décembre au Palais de Tokyo à l'occasion des 20 ans d'Arte Radio. Vive la radio, vive les podcasts, vive la révolution féministe.